l'honorable député de Repentigny. Je vous remercie, Madame la Présidente. Et je dois vous dire dans un premier temps que depuis une semaine, ceux à qui je pense surtout, ce sont les Québécoises et les Québécois, puis toutes les communautés éprouvées à travers le Canada à cause des incendies de forêt. Je tiens à souligner aussi le sang-froid, le courage et le travail précieux de tous les pompiers forestiers du Québec et de tous ceux qui sont venus en aide pour prêter main forte pour traverser cette épreuve. Mais, Madame la Présidente, on ne peut pas dire qu'on est surpris de ce qui se passe. Les événements climatiques gagnent en fréquence et en ampleur, confirmant les prévisions obtenues et publiées par des experts de toutes les régions du monde. On n'a qu'à penser aux inondations historiques au Québec, principalement dans les régions de Lanaudière et de Charlevoix, ou encore le verglas quelques semaines précédentes, ou encore des canicules répétées. À Montréal, en 2018, 60 personnes sont décédées. Les orages particulièrement violents qui ont traversé l'Ontario et le Québec il y a un an, bilan 9 morts. Alors, la liste pourrait être longue. Mais avec le temps dont je dispose, je considère que je dois aussi vous parler des coûts qui sont reliés à notre inaction climatique. Parce que les coûts économiques, les coûts humains, c'est intimement relié, c'est interrelié. Alors, selon l'Institut climatique du Canada, les dommages liés au climat ralentiront la croissance économique du Canada de 25 milliards d'ici 2025. On y est presque en 2025. Et un des chercheurs, M. Bourque, et je le cite, dit « Ce sont vraiment les citoyens qui vont payer le plus. Ils vont être frappés de différents côtés, soit par l'augmentation des primes d'assurance, soit par des coûts directs qui ne sont pas couverts. » Alors, les phénomènes climatiques extrêmes, ça a des coûts économiques élevés. Fort McMurray, 2016, 3,8 milliards de dollars. Le Canada, en 2022, 3,2 milliards. Ça, c'est selon le Bureau d'assurance du Canada. Dans le monde entier, en 2022, 275 milliards de dollars. Et quels seront les coûts reliés aux incendies actuels? Mais il y a aussi et surtout des effets directs sur la vie des gens. Pour les gens touchés actuellement, ils vont trouver un hébergement, ils vont trouver un refuge. Mais quand ils vont retourner chez eux, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Avec l'angoisse au cœur. Alors, ceux qui perdent leur emploi aussi. Alors, avec un régime d'assurance-emploi qui est tout à fait bancal, tous ceux qui vont perdre leur emploi actuellement parce que les pourvoiries sont après brûlées, qu'est-ce qui va arriver d'eux autres? Alors, santé mentale, santé physique, ça aussi, c'est interrelié et c'est touché. L'Organisation mondiale de la santé affirme que les changements climatiques représentent la plus grande menace pour la santé dans le 21e siècle. C'est pas la première fois que je le dis ici dans cette Chambre. Et plusieurs fois aussi dans cette Chambre, j'ai présenté des statistiques canadiennes concernant les impacts économiques liés aux problèmes de santé qui sont liés à la pollution atmosphérique. Nous respirons cette semaine un air qui est équivalent à des villes comme Jakarta et Mexico. Puis il n'y a pas des dizaines de millions de personnes ici. Là. Les conséquences des changements climatiques sur la santé, la hausse des maladies cardiovasculaires, pulmonaires, rénales, la hausse des cancers. Et la recherche a établi des liens de causalité avec la détérioration de l'environnement. Eau contaminée, pollution atmosphérique, sol souillé de substances toxiques et le tout sous la proverbiale toile de fond du mercure qui monte sans cesse. Ces coûts sur le système de santé, 34 milliards par année. Puis il ne faut pas penser là, que ce qui accable les populations à l'autre bout de la planète, ça n'a pas ou peu d'impact sur nous. Là. On se tromperait de penser ça. Je pense, rappelez-vous, les incendies de forêt en Australie il y a quelques années. Eh bien, une étude est sortie au mois de mai dernier dans Science Advances et qui considère que la fumée produite aurait même modifié les modèles météorologiques. Ce qui se passe à un bout de la planète, ça a une incidence partout. Un autre exemple de ça, selon l'ONU, cette semaine, qui sortait que le réchauffement des océans cause des effets de cascade sans précédent. Fonte des glaces, élévation du niveau de la mer, des vagues de chaleur océanique, l'acidification des océans et la capacité d'absorber le CO2 qui diminue. Alors, il y a une interconnexion entre les épisodes climatiques extrêmes dans le monde et le système météorologique mondial, et ce, peu importe l'endroit initial de l'épisode qui déclenche le tout. Le gouvernement doit en faire davantage. C'est bien dit, hein? Je trouve qu'il y a du décorum là-dedans. Mais moi, ce que j'aimerais plutôt dire, c'est que le gouvernement doit sortir la tête dans le sable. Ce que j'aimerais plutôt dire, c'est que le gouvernement doit cesser de creuser des trous dans la chaloupe. Imaginez-vous, là, on va faire une petite métaphore, là. Vous êtes sur le bord de l'autoroute, il y a un 18 trous qui s'en vient, mais pleine vitesse. Puis vous êtes sur l'accotement, puis vous bougez pas. Alors, il arrive
Alors, il vous souffle. Vous êtes propulsé en arrière. Vous tombez, vous vous blessez. Bien, moi, je trouve que c'est une métaphore qui va bien au gouvernement, au Canada au complet. Pour agir de façon préventive relativement aux extrêmes climatique, il faut nommer les choses. Il faut cesser de banaliser les dangers, cesser de banaliser les impacts qui accompagnent l'urgence climatique. Que fait le gouvernement devant ce défi? Eh bien, il subventionne encore les industries pétrolières et gazières. Voilà ce qu'il fait. 2 exemples. À coût de milliards. Je vous en ai parlé en début de semaine, je vous en reparle encore, le fameux oléoduc Trans Mountain et son expansion, qui ont vu leur coût passer de 7,5 milliards de dollars à l'explosion des coûts à 30,9 milliards de dollars, malgré la promesse de la ministre des Finances de ne pas injecter d'argent public. Bien non, elle passe par le compte du Canada, et le compte du Canada, c'est les contribuables. Puis sur TMX, qu'est-ce que le premier ministre disait avec fierté il y a quelques années? On va investir les profits dans la lutte au changement climatique. On le savait, mais aujourd'hui, c'est confirmé. Il n'y en aura pas de profit. Trans Mountain, c'est le coûteux trophée de l'échec libéral en matière de lutte au changement climatique. Un autre exemple de subvention, le budget 2023. Des subventions, des crédits d'impôt, c'est la même chose, aux fausses solutions comme celle des technologies de capture et de stockage de carbone, puis l'hydrogène bleu à partir de gaz naturel, c'est une énergie fossile, sont des subventions aux combustibles fossiles. Nommons les choses. L'État possède de mécanismes puissants. Il y a la loi, ça c'est la contrainte. Ils peuvent faire des options de désincitation, appelons ça comme ça c'est des taxes. Mais il peut aussi choisir l'incitation par les subventions. Le Canada porte un lourd tribut, celui de croire que les subventions accordées à l'industrie, qui est le carburant même de la crise climatique, bien, c'est la voie incitative à suivre. Les technologies propres, prêtes au déploiement pour soutenir la transition énergétique guidée par des énergies renouvelables, ne sont pas assez priorisées par le gouvernement fédéral. Les gens nous rencontrent et nous disent on n'a pas accès aux fonds de croissance. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté, il me semble, en tout cas, sur ce qui constitue l'énergie renouvelable, n'est-ce pas? Mais on dirait qu'au gouvernement, ils sont un peu confus là-dessus. Alors, c'est pourtant facile à comprendre. Je réexplique. L'incitatif doit être jumelé à des solutions, pas au financement du problème. Le crédit d'impôt pour l'hydrogène, il devrait être accessible seulement à de l'hydrogène vert. Les miracles de la capture et stockage de carbone, écoutez, faites-moi rire, hein? C'est un peu pathétique. Alors, une industrie qui a gangréné les pouvoirs publics, qui cumule des profits indécents puis qui vient quêter des fonds publics pour une technologie pour optimiser sa production, voyons donc, il aurait pu la faire. Eux autres, ça fait 60 ans que l'industrie sait ce que ça va générer comme CO2. Mais l'industrie, elle a bien compris comment ça marche. Alors, ils adaptent leurs relations gouvernementales et corporatives à la lumière des objectifs mondiaux de décarbonation, avec l'objectif de profiter pleinement des subventions reliées à la transition énergétique. L'industrie a bien pigé. Pour le gouvernement, c'est propre. Exporter l'enfer de leurs réserves de combustibles fossiles, permission accordée. La technologie du CSC est tellement prisée par le gouvernement, mais ça sert juste à racler le fond des gisements. Alors, s'imaginer que ça va sauver quelque chose, c'est un fantasme d'une tristesse sans nom. Manipuler les citoyens en présentant de fausses solutions, c'est malhonnête, c'est dangereux. Cette technologie, elle est immature, coûteuse, énergivore et inefficace. C'est l'aveu d'un gouvernement qui consent au maintien de la dépendance aux énergies fossiles, qui le fait avec l'argent des contribuables. Aller vers le CSC, c'est l'aveu de la docilité d'un gouvernement envers les lobbies pétroliers et gaziers. Puis je ne vous ai pas parlé des forages à l'est de Terre-Neuve dans un refuge marin, Madame la Présidente. Je manque de temps pour tout dénoncer, mais je vais terminer sur un bout quand même un peu positif. Avec la motion d'aujourd'hui, le Bloc québécois invite tous les parlementaires et le gouvernement du Canada à changer de trajectoire. La méthode d'investissement préconisée ne fonctionne pas. Nous avons raté l'occasion de la relance économique post-pandémique. Nos objectifs climatiques sont pour 2030 dans 7 ans. Il est temps d'opérer un changement de paradigme afin d'enclencher la véritable transition. Merci, Madame la Présidente.